Au cœur de certains des paysages les plus reculés et impitoyables du monde, se trouvent des tribus dont l'existence est entourée de mystères et de craintes. Elles possèdent un ensemble de coutumes, de croyances et de pratiques étranges qui ont fait frissonner même les explorateurs les plus courageux. Des jungles denses de l'Amazonie jusqu'aux îles reculées du Pacifique, ces tribus ont prospéré pendant des siècles, défendant farouchement leurs traditions et leurs territoires contre les étrangers. Accompagnez-nous alors que nous dévoilons 15 des tribus les plus terrifiantes que vous ne voudriez jamais rencontrer. Bienvenue dans ce qui n'a jamais été raconté. Numéro 15. La tribu Asmat. La tribu Asmat, avec sa culture et ses rituels uniques, a fasciné les chercheurs pendant des décennies. Vivant dans l'environnement difficile et reculé des mangroves de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils ont développé des coutumes et des traditions qui les distinguent des autres sociétés. L'un des aspects les plus remarquables de leur culture est leur talent pour la sculpture sur bois. Ils sont connus pour leur capacité à créer des statues, des sculptures et des objets en bois très détaillés qui représentent souvent des figures historiques, des esprits et des animaux. Ces œuvres ne servent pas seulement d'éléments décoratifs, mais aussi de symboles de leurs croyances spirituelles et de leur lien avec le monde naturel. En plus de leur talent artistique, le peuple entretient une profonde connexion spirituelle avec la forêt. Ils croient que la forêt est habitée par de puissants esprits et ancêtres, et ils réalisent des rituels et des cérémonies élaborées pour leur rendre hommage et communiquer avec eux. Ces rituels incluent souvent des danses complexes, des chants et des offrandes destinées à apaiser les esprits et à solliciter leur guidance. De même, les pratiques cannibales des Asmat n'étaient pas de simples actes de brutalité, mais étaient profondément enracinés dans leurs croyances religieuses et leurs traditions culturelles. Ils croyaient qu'en consommant la chair de leurs ennemis, ils pouvaient acquérir leur force et leur savoir, assurant ainsi la survie et la prospérité de leur communauté. Cependant, il est important de souligner que le cannibalisme n'était pas une pratique quotidienne, mais qu'il était réservé à des occasions cérémonielles spécifiques ou utilisé comme moyen de vengeance contre un ennemi. Malgré leur réputation redoutable, ils étaient également d'habiles navigateurs et commerçants, traversant les eaux traîtresses des marais de mangroves dans de complexes pirogues sculptées pour commercer avec les tribus voisines. Ces expéditions commerciales leur permettaient d'échanger des biens, des connaissances et des pratiques culturelles, favorisant ainsi des liens et des alliances dans la région. De manière générale, la culture complexe et diversifiée de la tribu offre une fascinante fenêtre sur la diversité des sociétés humaines et sur la manière dont elles s'adaptent et interagissent avec leur environnement. Numéro 14. Les Sentinelles du Nord. Les Sentinelles, qui vivent sur l'île de North Sentinel, dans la baie du Bengale, sont l'une des dernières tribus non contactées au monde. Avec une lignée qui remonte à des dizaines de milliers d'années, ils ont développé un mode de vie autosuffisant et unique, qui demeure pratiquement inchangé par la civilisation moderne. Des tentatives ont été faites pour établir un contact avec eux à la fin des années 1960, mais les rencontres sont rapidement devenues hostiles. Malgré les efforts pour s'en approcher, le gouvernement a finalement abandonné l'idée au milieu des années 1990, en raison de l'attitude hostile de la tribu et du risque de les exposer à des maladies extérieures. Au fil des années, ils ont farouchement résisté à toute forme d'interaction, préservant ainsi leur isolement et leur autonomie. Même les tentatives d'apporter de l'aide ou une quelconque assistance ont été accueillies avec hostilité, car ils considèrent les étrangers comme des menaces potentielles pour leur mode de vie. En plus de leur isolement, ils sont connus pour leurs compétences exceptionnelles en chasse, en pêche et en survie. Dans leur environnement insulaire tropical, ils dépendent de méthodes traditionnelles de subsistance, comme l'utilisation d'arcs et de flèches pour chasser et pêcher dans les eaux environnantes. Le gouvernement indien a mis en place des réglementations strictes afin de les protéger, ainsi que leur territoire. En plus de la zone d'exclusion de 5 km autour de l'île, qui interdit tout accès non autorisé, l'ensemble de l'île de North Sentinel est interdite aux visiteurs et aux chercheurs sans autorisation officielle. Malgré leur isolement, ils ont parfois fait la une des journaux en raison de leurs rencontres avec des étrangers. En 2006, 2 pêcheurs qui s'étaient approchés trop près de l'île ont été tués par eux, ce qui a ravivé l'importance de respecter leur territoire et leur autonomie. Numéro 13. La tribu Batak. Le peuple Batak de Palawan possède un riche héritage culturel qui s'étend sur des siècles, avec des racines remontant à la préhistoire. Malgré leur population relativement faible, ils ont réussi à préserver leur mode de vie traditionnel et leurs coutumes face à la modernisation. Leur subsistance dépend principalement de l'agriculture sur brûlis, de la chasse et de la collecte de ressources naturelles telles que le miel, les tiges de rotin et la résine d'almaciga. Avec les ruisseaux, les rivières et un accès occasionnel à la mer comme principale source de nourriture,
Les Bataks sont connus pour leur agilité et leur capacité d'adaptation. En plus de leurs caractéristiques physiques, telles que leur petite taille, leur peau foncée et leurs cheveux bouclés, ils sont connus pour leur résistance et leur capacité d'adaptation. En s'adaptant à leur environnement, ils ont développé une connaissance approfondie de la flore et de la faune locale, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins par divers moyens tels que l'agriculture, la chasse et la cueillette. L'un des aspects les plus fascinants de leur culture est leur profonde connexion spirituelle avec la nature. Ils croient en l'existence d'esprits de la nature qui habitent les rochers et les arbres de leur environnement. Ces esprits sont respectés et invoqués à travers des rituels et des cérémonies, et l'on croit qu'ils possèdent le pouvoir de guérir et de protéger la communauté. On estimait autrefois que leur population avoisinait le millier d'individus. Au début du siècle, le recensement de 1990 ne comptait plus que 450 d'entre eux. Actuellement, il existe 8 communautés où ils résident, préservant leur mode de vie traditionnel au milieu du monde changeant qui les entoure. Leur structure sociale se caractérise par un système de gouvernance dirigé par un chef élu par les anciens de la communauté. Cette forme traditionnelle de leadership garantit que les décisions sont prises collectivement et dans l'intérêt du groupe. Malgré leur emplacement isolé et leur mode de vie traditionnel, le peuple a dû faire face à des défis ces dernières années, notamment l'invasion de leurs terres et de leurs ressources. Cependant, ils continuent de persévérer, s'accrochant à leur identité et à leurs valeurs culturelles. Numéro 12. Les chasseurs de têtes Naga. Les chasseurs de têtes Naga, une tribu indigène qui vit dans la région reculée du nord-est de l'Inde, ont longtemps captivé l'imagination des étrangers par leur réputation redoutable et leurs pratiques culturelles distinctives. Leur territoire s'étend sur les collines et les forêts denses du Nagaland, du Manipur et de l'Arunachal Pradesh, où ils ont préservé leur mode de vie pendant des siècles. Connus pour leur maîtrise des serpents venimeux, les Nagas sont experts dans la manipulation de ces reptiles avec une habileté remarquable, les intégrant souvent à leurs rituels et cérémonies afin d'inspirer la crainte chez leurs ennemis. De plus, leur expertise dans la chasse aux têtes, une ancienne tradition imprégnée à la fois de rituels et de guerre, a attiré l'attention d'archéologues et d'historiens du monde entier. Profondément ancrés dans la superstition, ils croient que la tête humaine possède une grande importance spirituelle. Ils la considèrent comme la partie la plus sacrée du corps, lui attribuant un grand pouvoir. En récoltant les têtes de leurs ennemis, ils cherchent à apaiser leur divinité et à invoquer des bénédictions sur leur tribu. Cette ancienne coutume reflète leur foi profonde dans le surnaturel et souligne l'importance qu'ils accordent à leur héritage culturel. Malgré l'invasion de la modernité et les influences extérieures, ils continuent de préserver leur identité et leurs traditions culturelles. Cependant, avec les changements démographiques, l'augmentation de la connectivité et les transformations sociales, l'avenir de leurs coutumes ancestrales demeure incertain, rendant leur mode de vie encore plus intrigant et digne d'étude. Numéro 11. Le clan squelette. Le clan squelette, également connu sous le nom de tribu Shorox, vit dans une région reculée et isolée, au cœur des forêts denses d'une terre lointaine. Malgré leur manque d'importance, ils ont attiré l'attention des chercheurs et des explorateurs. En raison de ses origines mystérieuses et de ses caractéristiques uniques, cette tribu se distingue non seulement par son apparence inhabituelle, mais aussi par son comportement agressif envers les membres des autres tribus. Ils ont une longue histoire d'attaques et de meurtres d'individus issus des communautés voisines. Malgré leur nature peu amicale, les scientifiques ont réussi à obtenir des échantillons d'ADN d'eux, ce qui a conduit à la découverte d'un gène mystérieux. La présence de ce gène, inconnu jusqu'alors, soulève des questions intrigantes sur les origines et l'évolution du clan squelette. Il est possible qu'avec le temps, il se soit écarté des autres espèces humaines d'une manière similaire à la façon dont différentes races animales se développent. D'autres, en revanche, spéculent qu'il pourrait avoir une origine différente, ce qui ajoute encore au mystère de leur existence. De plus, les coutumes et les rituels du clan squelette sont gardés secrets, et il est rare que des étrangers soient autorisés à pénétrer dans leur refuge intérieur. Ils sont connus pour pratiquer des cérémonies élaborées comprenant des chants rythmés, des mouvements de danse complexes et des gestes symboliques qui revêtent une profonde signification spirituelle au sein de leur communauté. Malgré leur nature réservée, ils défendent férocement leur territoire contre les intrus, et il est rare que des étrangers osent s'aventurer sur leurs terres. Les récits de disparitions mystérieuses et de rencontres avec la tribu ont alimenté les spéculations et les mystères qui entourent leur existence. Peut-être que, dans les profondeurs de forêts inexplorées ou de régions reculées, il existe d'autres groupes mystérieux comme eux, ce qui évoque des pensées de créatures étranges et d'êtres légendaires comme King Kong, errant dans des territoires inexplorés. Numéro 10. La tribu Suri. La tribu Suri,
qui se trouve en Éthiopie et dans certaines parties du sud du Soudan, est un groupe fascinant doté d'un riche héritage culturel. Avec une population d'environ 34 000 personnes, ils habitent dans la région sud-ouest de l'Éthiopie, répartis en 3 groupes principaux, Tirmaga, Tchai et Bana. Comme de nombreuses cultures indigènes, la tribu Suri suit des croyances traditionnelles centrées sur une divinité céleste connue sous le nom de Tumu. Au sein de la tribu, une figure clé connue sous le nom de Kimura agit comme médiateur entre le peuple Suri et le dieu du ciel, jouant un rôle essentiel dans leurs pratiques religieuses. Bien qu'ils vivent dans des plaines semi-arides reculées, des collines et des vallées, la tribu maintient des liens avec des groupes voisins, même si ces interactions sont souvent marquées par des rivalités et des conflits, en particulier avec des groupes voisins du Soudan qui s'aventurent parfois sur le territoire éthiopien. Ces incursions ont dégénéré en violents affrontements, alimentés par la disponibilité d'armes modernes issues de la guerre civile soudanaise. Cela a entraîné des affrontements sanglants et des tensions persistantes entre la tribu Suri et ses rivaux. La tribu est profondément fière de son identité culturelle, ce qui se reflète dans ses coutumes et traditions uniques. L'une de ces pratiques consiste pour les femmes à se préparer au mariage par certaines modifications esthétiques, telles que l'extraction de leurs dents inférieures, le perçage de la lèvre inférieure et l'insertion de plateaux en argile dans les lèvres. Bien que ces pratiques aient été courantes par le passé, elles deviennent progressivement moins fréquentes à mesure que la tribu est de plus en plus exposée aux influences extérieures et à la modernisation. Malgré les défis auxquels elle est confrontée, la tribu reste résiliente et profondément enracinée dans son héritage culturel, offrant un aperçu d'un mode de vie à la fois traditionnel et de plus en plus influencé par le monde en mutation qui l'entoure. Numéro 9. La tribu d'Azlala. La tribu d'Azlala, également connue sous le nom d'Indien Korubo, habite les denses forêts tropicales de la vallée du fleuve Javari, une région isolée et reculée du Brésil. Leur territoire ancestral s'étend sur ce vaste paysage écologiquement diversifié qui leur offre d'abondantes ressources naturelles et des opportunités uniques pour leur survie. L'une des caractéristiques distinctives des Dazlala est leur profonde connexion avec la langue Pano, qui est étroitement liée aux cultures des groupes indigènes voisins, tels que les Indiens Matis et Mayoruna. À travers leur langue, la tribu préserve ses riches traditions orales, ses récits et ses pratiques culturelles, les transmettant de génération en génération. En plus de leur coiffure distinctive, caractérisée par des cheveux coupés à l'arrière et plus longs à l'avant, le peuple d'Azlala s'orne de motifs corporels complexes et d'objets décoratifs fabriqués à partir de matériaux naturels trouvés dans leur environnement. Ces ornements servent de symboles d'identité, de statut et d'héritage culturel au sein de la tribu. Malgré leur population relativement petite et leur emplacement isolé, ils ont réussi à préserver leur autonomie et leur souveraineté sur leurs terres ancestrales. Ils ont développé des techniques de chasse avancées, incluant l'utilisation de sarbacanes pour la chasse précise de petites proies, ainsi que des pièges et des collets pour capturer des animaux plus grands. Ces dernières années, les pressions extérieures croissantes, telles que la déforestation, l'exploitation forestière illégale et l'intrusion de personnes étrangères à leur communauté, ont posé des défis importants au mode de vie traditionnel du peuple. Cependant, ils continuent de résister aux influences extérieures et restent fermement engagés à préserver leur héritage culturel et leurs territoires ancestraux. Numéro 8. La tribu Mosuo. Le peuple Mosuo vit dans une région reculée de Chine, près du village du lac Lugu. Entourés de hautes montagnes et de vallées profondes, ils forment une tribu associée à certaines des pratiques culturelles les plus déroutantes au monde. La tribu est l'une des plus redoutées et mal comprises au monde. Il s'agit d'une petite communauté isolée qui vit dans les montagnes du sud-ouest de la Chine. Pendant des siècles, ils ont été l'objet de crainte et de curiosité, et leur mode de vie est resté entouré de mystères. On pense qu'ils sont les descendants de l'ancienne religion Bonpo. Cette religion a été fondée par des Tibétains qui ont fui en Chine au cours du 8e siècle. C'étaient des mages qui croyaient en la réincarnation, et possédaient un système de croyances spirituelles très développé. La tribu a conservé bon nombre des croyances et pratiques magiques de ses ancêtres Bonpo. Ils croient en un monde d'esprit qui existe parallèlement à notre monde physique. Leurs mages agissent comme des intermédiaires entre les deux mondes et aident à maintenir l'équilibre entre eux. La tribu est souvent considérée comme l'une des tribus les plus effrayantes du monde en raison de ses coutumes et croyances uniques. Bien qu'ils puissent sembler étranges aux étrangers, il n'y a en réalité rien de vraiment effrayant chez ce peuple. Leur mode de vie a simplement été façonné par leur environnement et leur histoire. Il s'agit d'une société matriarcale. Les femmes sont à la tête de la famille et possèdent tous les biens. Les hommes jouent un rôle subordonné et ne participent pas aux décisions concernant la famille ou la communauté.
Cette organisation inhabituelle surprend souvent les visiteurs, mais elle fonctionne bien pour ce peuple. Une autre coutume inhabituelle chez eux est le mariage de visite. Dans ce type d'arrangement, les couples ne vivent pas ensemble et n'entretiennent aucune relation engagée. À la place, les hommes rendent visite aux femmes la nuit, puis retournent dans leur propre maison le matin. Cela permet aux femmes d'avoir plusieurs partenaires et évite la jalousie ou la possessivité. Numéro 7. La tribu Kundiawa. Dans les riches vallées de Kundiawa, nichées au cœur d'un terrain accidenté sculpté par la rivière Chimu, se trouve le foyer de la tribu Chimu. Située à une altitude d'environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, cette communauté est reconnue pour sa culture vibrante et ses coutumes uniques. L'un des aspects les plus frappants de la tribu est son apparence extravagante et ses danses captivantes. Dans un élan créatif, à la fois pour intimider d'éventuels rivaux et attirer les visiteurs curieux, le peuple a mis au point une méthode distinctive, celle des squelettes dansants. En ornant leur corps de motifs tortueux imitant la structure squelettique, ils créent un spectacle hypnotique qui inspire la crainte dans le cœur de leurs ennemis, tout en générant également des revenus grâce au tourisme. Les origines des rituels de danse de leur tribu remontent à des temps anciens. Fondées sur leur riche héritage culturel et de profondes croyances spirituelles, ces représentations sont soigneusement chorégraphiées et revêtent une signification profonde au sein de la communauté. Agissant comme un lien avec leurs ancêtres et le monde naturel, leur mode de vie est tout aussi fascinant. Leurs habitations traditionnelles, construites sous des formes ovales ou rectangulaires, avec des sols en terre battue et des toits bas, reflètent leur relation intime avec la terre. Fait intéressant, les hommes vivent ensemble dans une maison collective, favorisant un sentiment d'amitié et de responsabilité partagée, tandis que les femmes, les enfants et les cochons habitent des maisons séparées pour plus de sécurité, vivant dans une région sujette aux conflits et aux disputes territoriales. Les gens se sont adaptés à leur environnement difficile avec résilience et ingéniosité. Bien qu'ils soient perçus comme possédés par le diable par les tribus voisines, eux-mêmes ne sont pas agressifs. Au lieu de cela, ils ont trouvé des moyens innovants de prospérer au milieu des difficultés, en embrassant leurs traditions culturelles et en puisant leur force dans leur unité. Numéro 6. Le peuple Kujireno. Le peuple Kuyureno, également connu sous le nom de Nomol, est un groupe de chasseurs-cueilleurs et de tribus indigènes qui vivent dans les profondeurs reculées de l'immense forêt tropicale. Leur foyer se trouve principalement à l'extrémité préservée du parc national de Manu, dans la région de Madre de Dios, au Pérou. Parlant un dialecte distinct de la langue puro, leur communauté compte une population estimée entre 100 et 250 personnes, une augmentation significative par rapport aux maigres 20 à 100 membres estimés dans les années 70. Vivant dans l'isolement, le peuple Kujureno a développé une profonde aversion envers les interactions avec des étrangers, et ce, à juste titre. Lors d'un événement tragique remontant aux années 1890, l'industriel péruvien Carlos Fitzcarrald a organisé un massacre brutal d'une grande partie de la tribu qui vivait le long de la haute rivière Manu. Malgré ce coup dévastateur, les survivants résilients se sont retirés dans des zones reculées de la jungle où ils vivent en isolement depuis lors. Avec des racines remontant à plusieurs siècles, ce peuple a forgé un mode de vie unique en tant que chasseur-cueilleur, s'appuyant sur les ressources abondantes de la forêt pour subvenir à ses besoins. Leur savoir traditionnel de la terre, transmis de génération en génération, leur permet de naviguer dans la jungle dense avec précision et habileté, récoltant des fruits, des noix et des plantes médicinales, tout en chassant de petites proies pour obtenir des protéines. Malgré leur isolement relatif, ce peuple n'a pas été épargné par les menaces croissantes provenant d'influences extérieures. Leur engagement à préserver leur héritage culturel et leur mode de vie traditionnel se manifeste clairement dans leur refus catégorique de tout contact avec des personnes non autochtones. Bien que ce peuple évite en grande partie tout contact avec des étrangers, il y a eu de rares cas d'interaction, comme l'a rapporté la BBC en 2013. En période de désespoir, certains membres de la tribu ont sollicité l'aide des villageois voisins, demandant de la nourriture pour subsister. Consciente de la vulnérabilité du peuple Kujarino face aux maladies modernes, le gouvernement péruvien a pris des mesures pour protéger leur isolement en imposant une interdiction de tout contact avec des entités extérieures pendant 365 jours. Cette mesure de précaution vise à sauvegarder la santé de la tribu et à préserver leur mode de vie unique, protégé des pressions violentes du monde moderne. Numéro 5. La tribu des chasseurs d'aigles kazakhs. Dans l'immense et accidenté territoire des montagnes de l'Altaï, en Mongolie, la tribu des chasseurs d'aigles kazakhs a perfectionné l'art ancien de la chasse avec des aigles, une tradition qui remonte à des siècles.
Ces chasseurs experts transmettent leur savoir de génération en génération, créant un lien étroit avec leurs majestueuses aigles royales et forgeant une alliance fondée sur la confiance et le respect mutuel. La pratique de la chasse avec des aigles est profondément enracinée dans la culture kazakhe, avec des archives historiques remontant à l'époque de Gengis Khan, voire même avant. Des récits de chasse légendaires et d'exploits audacieux ont été transmis par la tradition orale, consolidant l'aigle comme symbole de puissance et d'habileté au sein du peuple kazakh. Pour les chasseurs, l'entraînement des aigles commence dès le plus jeune âge, lorsqu'ils apprennent les techniques délicates de manipulation et de commandement de ces magnifiques oiseaux. Chaque aigle est soigneusement sélectionné et entraîné pendant plusieurs années, le lien entre le chasseur et l'oiseau se renforçant au fil du temps. Lors des expéditions de chasse, les chasseurs font preuve d'une habileté et d'une précision remarquables alors qu'ils parcourent le territoire impitoyable des montagnes de l'Altaï. À cheval, ils scrutent le paysage à la recherche de signes d'animaux tandis que leurs aigles volent haut, prêtes à fondre à tout moment. La relation entre les chasseurs et leurs aigles va bien au-delà d'un simple partenariat. C'est un lien sacré, construit sur la compréhension et le respect mutuel. Alors que les chasseurs et leurs aigles travaillent ensemble en parfaite harmonie, ils révèlent la beauté et la majesté intemporelle de la nature dans sa forme la plus impressionnante. Ces dernières années, ils ont acquis une reconnaissance internationale grâce à des documentaires et des films mettant en avant leur mode de vie extraordinaire. Des visiteurs du monde entier se rendent en Mongolie pour assister de leurs propres yeux au spectacle de la chasse à l'aigle, s'immergeant dans le riche héritage culturel du peuple kazakh. Grâce à leur maîtrise de la chasse et à leur profonde connexion avec le monde naturel, les chasseurs d'aigles kazakhs continuent d'inspirer l'admiration et le respect, préservant une tradition qui perdure depuis des siècles au cœur des montagnes de l'Altaï. Numéro 4. La tribu Yafo. Cachée au cœur des denses forêts de la région centrale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la tribu Yafo demeure une communauté énigmatique, largement isolée du monde extérieur. Son existence, enveloppée de mystères, a fasciné les explorateurs pendant des décennies. La première rencontre de la tribu avec le monde moderne a eu lieu en 1988, lorsque Benedict Allen, un explorateur intrépide, est tombé sur leur village caché. S'aventurant profondément au cœur de la jungle, Allen s'est retrouvé plongé dans un monde dépourvu de tout confort moderne, où le temps semblait s'être arrêté. Malgré leurs appréhensions initiales envers les étrangers, la tribu accueillit Allen à bras ouverts, l'invitant à participer à leurs anciens rituels et cérémonies. En tant qu'invité, Allen eut l'occasion unique d'observer de première main la riche héritage culturel et les traditions ancestrales de la tribu. Vivant au cœur de la luxuriante forêt tropicale, les membres de la tribu ont développé des compétences de survie inégalées. Leur maîtrise de la chasse, de la pêche et de la culture des plantes leur a permis de prospérer dans l'un des environnements les plus difficiles au monde. Grâce à la végétation dense qui leur offre une couverture suffisante, la tribu a appris à se déplacer dans la jungle avec aisance, évitant les menaces potentielles et tirant parti de ses ressources abondantes. Ce qui distingue véritablement la tribu, ce sont ses compétences physiques extraordinaires. Les hommes, réputés pour leur force et leur agilité, sont dits posséder la puissance des crocodiles, ce qui leur permet d'affronter ces redoutables envahisseurs avec un courage inébranlable. De plus, leurs remarquables aptitudes à grimper aux arbres leur permettent d'escalader aisément des troncs imposants, leur offrant ainsi un avantage stratégique tant pour la chasse que pour la défense. Malgré la barrière de la langue, les interactions d'Allen avec la tribu ont offert de précieuses perspectives sur leur mode de vie. Numéro 3. La tribu Moken. La tribu Moken, un peuple austronésien, habite l'archipel de Murgie, un groupe de 800 îles revendiquées à la fois par la Thaïlande et la Birmanie. Les chercheurs retracent leurs origines au sud de la Chine il y a environ 6000 ans, avant qu'ils ne s'installent sur plusieurs îles d'Asie du Sud. Aujourd'hui, entre 2000 et 3000 Moken vivent sur ces îles, menant une vie semi-nomade centrée sur la chasse et la cueillette, en particulier la pêche. Au sein de la communauté, il y a environ 1005 hommes et 1005 femmes qui parlent une langue austronésienne unique, connue sous le nom de Moken. Malgré leur culture et leurs traditions profondément enracinées, leur mode de vie fait face à d'importants défis. Leur population diminue, et des problèmes modernes comme l'immigration et les lois sur la propriété posent des obstacles constants à leur mode de vie itinérant. Leur mode de vie semi-nomade implique de se déplacer entre des établissements saisonniers sur différentes îles, en adaptant leurs pratiques de pêche et de cueillette aux environnements changeants. Traditionnellement, ils ont vécu dans des maisons sur pilotis construites au-dessus des eaux peu profondes, ce qui leur permet un accès facile aux zones de pêche et une protection contre les tempêtes. En plus de leur profonde connexion avec la mer,
Ils sont connus pour leurs compétences exceptionnelles en apnée. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont entraînés à retenir leur souffle pendant de longues périodes sous l'eau, ce qui leur permet de plonger à de grandes profondeurs pour récolter des fruits de mer sans avoir besoin d'équipement de plongée. Malgré leur tradition profondément enracinée, leur mode de vie est de plus en plus menacé par la modernisation, la dégradation de l'environnement et les réglementations gouvernementales. À mesure que le tourisme et le développement envahissent leur territoire, ils sont confrontés à des défis pour préserver leur héritage culturel et maintenir leurs pratiques traditionnelles. Cependant, des efforts sont en cours pour soutenir les communautés dans la préservation de leur mode de vie unique tout en s'adaptant au monde changeant qui les entoure. Numéro 2. Le culte du cargo. En ce qui concerne les tribus, peu de gens se souviennent du mystère du culte du cargo. Originaire principalement de Mélanésie, en particulier de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles voisines, ces mouvements religieux sont apparus à l'époque coloniale et ont perduré jusqu'à l'ère moderne. Le phénomène du culte du cargo se caractérise par un système de croyances qui a émergé en réponse à la rencontre avec des sociétés technologiquement avancées, en particulier occidentales. Au cours du XVIIIe siècle, pendant la période coloniale, les peuples autochtones, en observant l'abondance de biens matériels possédés par ces étrangers, en vinrent à croire qu'ils étaient là favorisés par de puissantes forces surnaturelles. Leur rituel consistait souvent à imiter le comportement et les pratiques des Occidentaux dans l'espoir d'attirer des bénédictions similaires de la part des dieux. Cela peut inclure la construction de fausses pistes d'atterrissage, de tours de contrôle et d'avions en utilisant des matériaux locaux comme des toits en bambou et des feuilles de palmier. Ces structures sont conçues pour ressembler à la technologie et à l'infrastructure associées aux systèmes modernes de transport et de communication. Le nom de culte du cargo reflète la croyance centrale selon laquelle le cargo ou les biens précieux seront remis aux fidèles adeptes du culte par des moyens surnaturels, souvent sous la forme d'avions ou de bateaux. Le terme « cargo » fait référence aux biens importés, qui étaient très convoités par les peuples autochtones pendant la période coloniale, tels que les produits manufacturés, la nourriture et d'autres ressources. L'un des incidents les plus célèbres associés au culte du cargo s'est produit en 1974. Lorsqu'un groupe de rebelles mélanésiens a détourné un vol d'Air France. Cet événement, connu sous le nom de la crise des otages de Toulouse, a été motivé par la croyance que l'avion les conduirait vers la terre promise de leurs ancêtres. Malgré leurs intentions pacifiques, les cultes du cargo ont parfois été associés à la violence et au conflit, en particulier durant des périodes de bouleversements sociaux et de tensions politiques. Cependant, de nombreux adeptes des cultes du cargo sont pacifiques et cherchent simplement une vie meilleure à travers la réalisation de leurs croyances spirituelles. De manière générale, le phénomène continue d'intriguer les archéologues, les historiens et les sociologues en raison de sa combinaison unique de spiritualité autochtone, d'adaptation culturelle et de rencontre avec la modernité. Numéro 1. Le peuple Tchouktché. Le peuple Tchouktché, également connu sous le nom de Lora ou peuple des zones humides, habite les régions du nord-est de la Sibérie, en Russie. À la fin du XXe siècle, leur population avoisinait les 14 000 personnes, réparties en deux groupes principaux, les Tchouktchés des rennes et les Tchouktchés maritimes. Bien qu'ils partagent une langue commune, connue sous le nom de dialecte Tchouktché ou Lora, ces groupes mènent des modes de vie distincts, influencés par leurs environnements respectifs. Les Tchouktchés des rennes dépendent principalement de l'élevage de mammifères domestiqués pour leur subsistance. Ces animaux servent essentiellement de source de transport, de lait, de viande et de peau. En revanche, les Tchouktchés maritimes dépendent de la mer pour leur subsistance, se consacrant à la chasse aux mammifères marins et à la pêche dans les eaux côtières. Leur mode de vie distinct se reflète dans leurs habitations. Les Tchouktchés des rennes vivent dans des tentes mobiles qui suivent les schémas de pâturage saisonniers, tandis que les Tchouktchés maritimes habitent des villages fixes. Les moyens de transport reflètent également leur adaptation à l'environnement. Les Tchouktchés des rennes utilisent des traîneaux tirés par des mammifères ou des chiens, tandis que les Tchouktchés maritimes naviguent sur les eaux à bord de bateaux fabriqués à partir d'armatures en bois et de peaux d'animaux. Malgré ces différences, les deux groupes partagent des croyances spirituelles similaires, profondément enracinées dans la religion. Ils croient en la présence d'esprits invisibles qui peuplent le monde naturel et pratiquent des cérémonies de sorcellerie pour la guérison et la divination. De plus, ils participent à des festivals communautaires comprenant des sacrifices rituels, illustrant le lien profond entre leurs pratiques culturelles et le monde spirituel. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, nous sommes Lo Nunca Contado.